Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On va essayer d'aller droit au but. Ce qui nous intéresse donc, comme on s'en était parlé déjà depuis de nombreux mois, c'est qu'on arrive sur la fin de l'été et on a énormément de configurations qui arrivent à leur terme. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'on commence à balbutier un petit peu un changement de narratif. Évidemment, ça peut prendre encore du temps, etc. C'est ce que l'on voit, on trouve encore pas mal d'acheteurs sur des supports, mais ces acheteurs, petit à petit, commencent à manquer de force, à être un petit peu plus usés. Et on le voit notamment sur la thématique IA. Pour celles et ceux qui ont suivi le retranscript des résultats de Nvidia hier, ils ont dû dire au moins 100 fois le mot IA à l'intérieur. Apparemment, on est payé au nombre de fois où on dit le mot IA. Mais c'est toujours la même question, si vous voulez, hein. Si on regarde les taux, tout le monde vous explique maintenant que l'inflation va rester forte, donc les banques centrales vont devoir continuer de monter les taux, et on a un certain nombre d'investisseurs et de grands traders à la Bill Ackman, etc., qui jouent ce profil-là. Ok, très bien. Mais si on regarde un petit peu, c'est toujours une question de cycle ou de sous-cycle, c'est on parle de quoi? On parle pour les prochains mois, on parle pour dans 2 ans, on parle dans 5 ans, etc. Voilà, ça peut changer beaucoup de choses de juste voir l'aspect moyen terme et sous-cycle. Moi, ce qui m'intéresse et ce que j'ai plutôt tendance à voir, c'est quand je regarde un petit peu les statistiques, on voit que l'économie est de moins en moins résiliente. Les États et les banques centrales, de toute façon, sont de moins en moins aidantes. La politique monétaire, dorénavant, est contraignante. Et donc, même si les banques centrales venaient à ne plus augmenter les taux, alors ils vont peut-être le faire encore une fois en septembre, mais si on part du principe, voilà, qu'on rentre dans une pause, on va quand même maintenir les taux à un niveau élevé, et plus élevé que l'inflation, ce qui veut dire qu'on est en taux réel positif. À partir de ce moment-là, on est dans des vraies conditions financières qui sont contraignantes. On se retrouve également, et c'est ce qui explique aussi un petit peu tout ce côté IA, on se retrouve également, si vous voulez, avec beaucoup d'entreprises qui ont énormément de cash et qui se retrouvent face à un dilemme, c'est-à-dire que, premièrement, on doit se préparer éventuellement à un ralentissement économique, sans parler de récession, donc il faut faire un petit peu attention. Deuxièmement, il y a l'inflation qui peut repartir, et un certain nombre d'entreprises jouent et misent sur cet aspect que l'inflation va perdurer, et donc conserver trop de cash, c'est pas non plus une bonne idée. Donc il faut l'employer, soit fusion-acquisition, soit rachat d'actions, etc., dividendes exceptionnels, ce que l'on veut. D'un autre côté, on a ce phénomène d'IA, donc, où on est un petit peu dans la précipitation, et le FOMO arrive également auprès des entreprises, parce qu'évidemment, il faut se positionner très rapidement pour essayer de récupérer, d'être là en premier, récupérer des parts de marché, et essayer d'être un petit peu suffisamment gros, d'arriver à une taille critique assez rapidement pour prendre possession du marché. Et donc, on a ce FOMO-là qui se met en place, et le grand gagnant, c'est évidemment Nvidia. Mais ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que ce FOMO crée un rush d'une demande sur un aspect temps qui est réduit, mais à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, vous n'allez pas pouvoir perdurer ce même niveau de commande, même si l'IA est la révolution que tout le monde attend. À un moment donné ou à un autre, si vous voulez, vous avez besoin d'une normalisation. Vous allez, puisque tout, en fait, si vous voulez, toutes les achats qui auraient dû se faire et qui auraient dû être lissés, on va dire sur 2 ans ou 3 ans, se font sur 6 mois. Et à partir de ce moment-là, donc sur 6 mois, vous faites des résultats exceptionnels, 9 mois, admettons, c'est pour l'idée. Mais ensuite, comme vous avez étiré un maximum et créé un pic de demande sur un laps de temps assez court, et bien ensuite, potentiellement, pendant 1 an, hein, on le verra peut-être que dans 6 mois ou dans 9 mois, mais ensuite, pendant 1 an, vous allez certes continuer de faire des ventes qui sont très intéressantes, mais qui sont moins forte que ce que vous aviez fait sur l'aspect pic, évidemment, c'est logique. Et là, c'est ce qu'on appellera la normalisation. Vous continuez d'avoir une pente linéaire, on va dire, de hausse de vos ventes, de vos profits, etc. Encore faut-il que vous conserviez les marges, parce qu'évidemment, ce secteur-là va attirer énormément de concurrents, et donc il va pousser également à investir, ça va rogner sur les marges. Éventuellement, lorsque vous avez une si forte demande que ça, il faut pouvoir livrer. Donc vous devez investir, vous devez avoir une capacité dans votre supply chain aussi. Et c'est tout un tas de choses de grains de sable qui peuvent venir dans les rouages, si vous voulez, à un moment donné,
bloquer un petit peu ces hausses que l'on a là. Et d'une manière générale, quand on voit ce qui est en train de se passer sur Nvidia, qui était le scénario un petit peu proposé, alors c'est pas la peine de faire de l'ego, c'était le scénario qui était proposé il y a 3 mois aussi et on s'est fait défoncer, mais c'est ça l'idée, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, quand est-ce que, même dans l'aspect psychologie des foules, on décide d'avoir finalement pricé le meilleur. Parce que là, même si Nvidia, les résultats sont fabuleux, bien entendu, il faut mettre en face de la balance la valorisation actuelle de l'action. Et même si Nvidia continue de délivrer chaque trimestre comme ça pendant les 5 prochaines années, on peut considérer qu'on le valorise quand même déjà. Donc ça veut dire qu'ensuite, la moindre déception, c'est là où ça peut faire tout de suite très mal, et on l'a vu dans d'autres actions qui participent beaucoup à ce phénomène-là, comme Supermicro Computers. Eux, si vous voulez, d'un point de vue valorisation, quand on compare à Nvidia, on ne peut pas les considérer comme super chers, mais il a suffi, les résultats ont été exceptionnels pour eux aussi, mais il a suffi qu'ils disent qu'ils étaient un petit peu plus prudents sur le trimestre suivant pour que l'action se prenne un gain de 30%. Alors elle est remontée ensuite grâce à Nvidia ici, mais on voit toute la volatilité, toute la nervosité, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec certainement des gros poissons qui cherchent à prendre des profits. On a fait monter la mayonnaise et le narratif pour que les petits puissent acheter les titres comme ça. Et puis on se rendra compte peut-être dans 6 mois, 9 mois, et on réalisera que Nvidia a peut-être un petit peu de mal à sortir les produits. Soit il y a des nouveaux concurrents également qui vont rentrer en ligne de compte. Ça va rogner un petit peu les marges et on tirera la tête. Et on a vu ce que ça peut faire quand vous baissez un petit peu les marges sur un titre comme Adyen par exemple. Donc quand vous avez tellement d'attentes, quand le marché est tellement concentré sur le même titre, la moindre déception peut se payer très très cher. Et donc c'est ça qu'il faut garder en ligne de compte, si vous voulez, au lieu de continuer de rêver. Donc c'est cet aspect de gestion du risque. Et donc c'est cet aspect également de changement de narratif. Hein. C'est ça qui va être très intéressant, c'est que au-delà de se dire l'IA c'est fabuleux et ça va révolutionner le monde, vous allez avoir des sous-cycles, comme je vous ai dit, où on se posera des questions sur les marges, on se posera des questions sur une croissance qui sera moins forte parce que tous les acheteurs se sont concentrés sur un laps de temps réduit, mais maintenant ça va se normaliser ensuite avec le temps. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, je referme la parenthèse. Et pour l'obligataire, c'est exactement la même idée, si vous voulez. Pour moi, on est dans le meilleur scénario. Si on veut être contrariant sur un truc, c'est être contrariant maintenant sur l'obligataire. Et de se dire qu'à un moment donné, si vous voulez, pour moi, les banques centrales sont piégées et ne peuvent pas continuer de monter les taux ad vitam aeternam parce que sinon on va asphyxier de toute façon le marché du crédit, et on sait très bien que la plus grosse problématique du marché actuellement, c'est de rentrer dans un ralentissement économique avec des taux d'endettement forts. Je ne parle pas évidemment des 10 plus grosses boîtes du S&P 500, on parle vraiment du vrai tissu économique avec les faillites d'entreprises qui vont augmenter parce qu'elles ne sont pas capables de se financer et personne ne va les suivre parce qu'on va leur demander des taux à 10-15% en fonction de leur risque. Et à partir de ce moment-là, soit vous vous financez moins avec moins d'argent que ces dernières années, soit vous n'arrivez pas du tout à vous financer, vous mettez la clé sous la porte. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, voilà, on commence à avoir les stats du consommateur, on commence à voir le marché, regarder plus les stats du consommateur, de biens durables que les stats d'inflation dorénavant. Donc pour moi, tout ça, c'est des briques petit à petit qui se mettent ensemble pour le changement de narratif qu'on est en train d'initier. Ça ne veut pas dire que le marché va se cracher, mais ça veut dire que pour moi, voilà, on est en train petit à petit de changer la donne. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a des attaques baissières qui nous font revenir sur des supports qui sont achetés, et donc on a des bons rebonds, mais ces rebonds-là sont rapidement contrecarrés, et on commence à avoir pas mal de mèches hautes sur un paquet de titres, et notamment aujourd'hui, on le voit, et pour moi c'est le clou un petit peu, du début du changement de narratif, avec Nvidia, par exemple, qui est monté très fort en aftermarket, mais qui, depuis, a pas mal rebaissé. Donc il faudra voir comment ça construit maintenant, mais pour moi c'est ça. Donc on est en plein dedans dans ce qu'on a pu préparer ces derniers mois, c'est petit à petit le changement de narratif qui va se mettre en place. Et le préparer dans votre tête, si vous voulez, et pas l'anticiper nécessairement dans les positions, c'est ça qui est important. Même chose pour l'aspect value, on sait très bien que ces valeurs-là peuvent être très intéressantes dans un changement de narratif, mais vous avez potentiellement un laps de temps pendant lequel elles peuvent être défoncées parce que on décidera d'avoir peur de la récession.
on décidera d'avoir peur à nouveau de la crise, etc., de la perte de crédibilité des banques centrales, lorsque on commencera réellement à s'inquiéter sur les statistiques économiques, que ce soit les PMI, que ce soit justement les consommations de biens durables, et que les banques centrales ne monteront plus leurs taux, mais ne les baisseront pas pour autant. Et on rentrera dans le même type d'erreur et de peur de l'erreur que ce qu'on a eu sur les précédentes crises. Et là, on aura lissé quelque part et on aura gommé tous les excès d'épargne qui nous ont permis de repousser l'échéance, en d'autres termes. Voilà pour cet aspect-là. Maintenant, il va falloir procéder par étapes. Quand on est sur cela, pour moi, c'est un biais ou rester contrariant, mais le marché ne nous dit pas de jouer la peur de la récession et le changement du narratif tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 95 à 97, on le voit sur le 10 ans américain. Si le jour où on repasse au-dessus de ça, on relance, je dirais, pour moi, le côté obligataire et le côté certainement surperformance de l'obligataire avec surpondération de l'obligataire pour jouer cet aspect protection. Et on devrait logiquement également le voir se mettre en place sur l'euro-dollar, donc avec une cassure de l'euro par le bas. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, on reste toujours, vous voyez, dans les figures de construction. Et même cette oblique-là, j'aimerais la redessiner de manière moins obtuse, moins pentue. Donc, même si elle casse par le bas, j'éviterai de encore parler de retournement. Ça sera ce niveau des 1,0650 là, qui sera mon niveau pivot. Alors évidemment, on regarde l'énergie. La remontée de l'énergie a commencé, pour certains, à faire reparler de l'inflation, comme on en avait parlé en anticipation. Mais pour moi, voilà, c'est toujours le même point. Ça fera très rapidement changer le narratif sur l'aspect ralentissement économique. Donc on voit, on bloque pour l'instant sur les résistances sur le pétrole, on revient chercher le support. Là, on est dans une neutralisation. Si on arrive à relancer et à breaker par le haut, c'est là justement où, dans un premier temps, ça va être bien pour les pétrolières, etc. Mais dans un second temps, on commencera à se dire dans le changement de narratif que ça va casser les jambes arrière de l'économie qui commence à nous montrer de sérieux signes un petit peu de ralentissement. Maintenant, ralentissement, on ne veut pas dire crise, subprime, terminé, on met la clé sous la porte. Il faut bien faire la différence entre ralentissement économique, récession et crise. Hein. Et tout ça, ça procède par étapes via un effet domino. Et c'est absolument pas certain que lorsqu'il y a un domino qui tombe, que tous les autres dominos doivent tomber dans la foulée. Ça, on ne peut pas encore en parler. Et il faut se prémunir justement de trop l'anticiper à ce stade-là. On va regarder le CAC 40. Donc le CAC 40 qui profite tantôt du pétrole qui remonte, qui a un petit peu plus de mal avec les valeurs de croissance et notamment le luxe qui est aux abonnés absents à cause de la Chine. Il ne faut pas oublier que la Chine, à un moment donné ou un autre, refera du stimulus sur du long terme. C'est ça qui va nous intéresser sur les taux d'intérêt long terme. Mais voilà, c'est loin d'être facile. Tous les pays sont endettés, hein, ne l'oublions pas. Et donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi non plus avec les taux d'intérêt. Et c'est pour ça, à mon avis, pour moi, qu'à un moment donné, on va bloquer. Mais ensuite, il ne faut pas oublier que tous les banquiers centraux sont aussi des humains et qui rentrent dans des biais psychologiques qui sont les mêmes dans lesquels nous rentrons lorsque nous décidons, si vous voulez, on n'a pas voulu y croire, on n'a pas voulu croire à quelque chose, puis on finit par rentrer sur le tard, sur la tendance, et après on ne veut pas croire au retournement. Ben, pour l'inflation, c'est exactement la même chose. On n'a pas voulu croire qu'on créerait de l'inflation. L'inflation est là, et donc du coup maintenant on ne veut pas croire que l'inflation est d'ores et déjà vaincue, et donc on va certainement aller trop loin dans le fait que les taux positifs vont rester hauts. Mais d'un certain côté aussi, il ne faut pas oublier que ça permet de nettoyer le marché. Ça fait quand même plus d'une décennie qu'on était en taux réel négatif, ce qui a permis à beaucoup de business de capter des capitaux qu'ils n'auraient jamais dû capter, parce qu'ils ne sont pas rentables. Et donc, si vous voulez, il y a énormément de capitaux qui ont été mal utilisés, on appelle ça l'employabilité, donc mal employés, et qui n'ont pas créé la richesse et la croissance. Donc la croissance molle aussi, ça vient de cela. C'est un petit peu le cercle vicieux, c'est-à-dire que quand vous avez une croissance économique molle, ça vient aussi du fait que vous avez une mauvaise employabilité des capitaux. Et si vos taux sont très bas, voire négatifs, eh ben vous n'avez pas besoin d'aller chercher une grosse rentabilité pour lever des capitaux.
Et même, vous avez beaucoup de business qui sont sur des promesses d'une rentabilité future, mais jouent que la croissance. Et là, je pense là aussi qu'on va changer le narratif petit à petit et qu'on va revenir à un monde où eh ben, il faut que tu mettes un petit peu des capitaux de ta poche si tu veux lancer ton business. Hein. C'est pas Yala, et ça va être la même chose pour l'immobilier, c'est déjà la même chose pour l'immobilier. En plus d'avoir des taux qui sont plus élevés, ben on vous demande un apport supplémentaire et on n'est plus en mode on rase gratuit. Donc là, ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est la neutralisation au niveau du CAC 40. Et cette neutralisation, vous le voyez, pour l'instant, à chaque fois, on a les rebonds sur support qui vont bien, mais on bute et on fait des séances. Là, cette séance-là, elle n'est pas jojo. Donc pour moi, sous les 7300, 350 dorénavant, on a un biais prudent sur le CAC 40. Et s'il vient à lâcher cette zone des 7100 points, je pense qu'on va revenir chercher les 7050 à 6950 points. Il ne faut pas parler de retournement baissier encore, il faudra juste y voir une mise en place d'une correction et la construction d'une figure certainement beaucoup plus large. Mais à ce stade-là, voilà, petit à petit, en fait, vous le voyez, on a digéré la hausse qu'on a mise en place depuis octobre, et cette digestion, ben, c'est est-ce qu'on fait une issue par le haut ou une issue par le bas. Et là, les dernières séances commencent à nous indiquer qu'on va plutôt tenter la sortie par le bas, mais je ne partirai pas du principe qu'on retrace tant que ça, tant qu'on va tenir la zone des 6950, 7000 points, qui pour moi est une grosse zone de soutien technique et également psychologique, avec les 7000 points évidemment. Autre point, c'est donc évidemment le Nasdaq, et si on regarde le Nasdaq 100, on voit également qu'on a corrigé une partie de la hausse, mais ma foi, il faut parler de retracement, il faut parler de prorata, et c'est pas demain la veille qu'on va remettre la tendance haussière en route, mais vous voyez la volatilité. On a des rebonds qui sont assez puissants également, mais qui n'arrivent pas à remonter au-dessus des niveaux de résistance, et là le niveau de résistance, on pouvait le mettre sur les 15004 par exemple, et on bute donc sur les moyennes mobiles à nouveau qui étaient aux alentours des 15003 et on fait un chandelier là aussi assez moche. Hein. On débute la journée tout en haut et là la journée n'est pas terminée encore au moment où j'enregistre cette vidéo, mais on est en train de faire potentiellement un chandelier qui va englober le rebond. Donc c'est pas jojo et ça peut nous faire revenir tester cette zone des 14 400 points. Pour autant, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain et parler déjà de tendance baissière? Non, il faut bien savoir de là où on vient, hein, et il faut bien accepter de retracer potentiellement 30-50% de cette hausse-là, et on ne remettrait absolument pas les choses en place, et on ne pourrait pas parler de tendance baissière. Pour moi, tant qu'on va tenir les 13 000 points, je ne parle pas de tendance baissière. 13 000, 13 007, il n'y a pas de quoi parler de tendance baissière. Par contre, le risque, c'est la volatilité et la correction au prorata. Voilà, donc j'avais un truc à dire mais je l'ai oublié, donc on avance, et au niveau de l'or et de l'argent, on retrouve la même chose pour moi. Vous le voyez, je vous avais proposé une, alors je sais plus si c'est ici ou l'académie, mais une congestion en biseau, c'est ce qui a l'air de plutôt se dessiner. Et alors ce qui va être très intéressant, c'est si l'or casse, ça veut dire que là aussi, dans le narratif, on met de plus en plus le côté récession. Alors, récession, ralentissement, mais en gros, on jouera un petit peu plus cet aspect-là. Donc ça, voilà, c'est la congestion qu'il faut regarder. Le silver, c'est exactement la même chose. Et on va passer à quelques actions. Je ne vais pas toutes les faire parce que ça risque d'être compliqué. Mais on va faire l'essentiel. Évidemment, l'encre coule sur du ADN. Donc là, résultats qui déçoivent. On n'a pas sur des valorisations qu'on peut considérer comme hautes. Alors, bien entendu, vous pouvez vous dire... Ça reste un business qui est très intéressant. À long terme, les résultats, ils sont en train d'investir maintenant pour pouvoir décupler le business dans le futur. Le marché, c'est toujours la même chose. Lui, c'est une incertitude pour lui. Donc, il décide plutôt de vendre maintenant. Et quand la société va prouver que, en effet, ces investissements-là sont lucratifs et permettent à l'entreprise de retrouver de la marge et de retrouver des parts de marché, parce que ça reste un marché qui est très compétitif, eh ben, le marché redécidera de valoriser plus cher ce type d'entreprise-là. Tant que ce n'est pas le cas, c'est une incertitude pour lui et il bazargue. Okay, donc oui, en tant qu'investisseur, vous pouvez faire le pari aujourd'hui qu'ils vont y arriver, mais s'ils n'y arrivent pas, vous vous retrouvez comme beaucoup de fondamentalistes avec des bons dossiers avec des moins-values de moins 50%. Donc après, la question, voilà, c'est qu'une question d'horizon de temps, de pourcentage de taille de position,
et de patience, d'attente. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, c'est, mis à part faire du rebond technique, ce que j'essaye de jouer à titre personnel, il peut se passer beaucoup de temps avant que vous ayez une nouvelle configuration intéressante, je parle à long terme. Maintenant, vous pouvez avoir des rebonds et pouvoir revenir sur les 1000 euros pour X ou Y raison, mais il ne faut pas oublier que quand vous prenez un moins 50% et même plus que ça laisse des traces quand même. Donc, outre les rebonds techniques ou les rebonds au prorata, c'est difficile de voir des reprises de tendance en ligne droite. Ça, j'y crois rarement, ça arrive très rarement. Il y a d'autres... quand je regarde des valeurs plus value, cycliques, etc., vous voyez qu'on prend des tirs également. Alors bon, il y a la Chine qui rentre en ligne de compte, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, il y a le fait que le narratif change sur le fait justement aussi qu'on est dans du ralentissement. Donc c'est pas parce que vous avez une vision, et c'est la même chose que pour Adyen par exemple, vous pouvez très bien avoir une vision à long terme de vous dire, ok, le monde va être dans une inflation plus linéaire que ce qu'il a été dans les 10 dernières années, je vais privilégier les matières premières, on rentre dans des guerres de ressources, guerres des monnaies, etc. Donc j'ai une vision où je veux plutôt privilégier de l'industriel, des valeurs value et des métaux. Très bien. Mais si jamais le marché a envie, avant de pricer un ralentissement économique, une récession, et de jouer à se faire peur, avant de jouer à se rassurer en se disant la récession n'était pas si forte que ça, les banques centrales ont réagi beaucoup plus rapidement que ce qu'on croyait, et on est reparti pour un cycle, et la Chine a décidé de sortir le bazooka. Voilà. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que vous pouvez tout vous dire, et vous pouvez avoir raison, mais si vous ne l'avez pas dans l'ordre, vous vous retrouvez à acheter des titres potentiellement qui sont très bien à long terme, mais potentiellement vous les achetez quand même 10, 15, 20, 30% trop cher. Et pendant ce temps-là, il faut pouvoir encaisser de rester avec ces positions-là en moins-value. Évidemment, sur les réseaux, ça a l'air d'être simple pour tout le monde, mais croyez-moi, c'est pas du tout simple de pouvoir conserver des titres à moins 20, moins 30%, et en se disant que dans 5 ans, on fait confiance au management, on fait confiance à la boîte et à sa capacité de résilience et de pouvoir récupérer ses marges et ses chiffres d'affaires, etc. Très bien, mais ça reste du pari, de la même manière que quand on fait une analyse graphique et qu'on décide de rentrer avant la cassure effective, ça reste du domaine de pari. Vous prenez des probabilités supérieures, en effet, en choisissant la qualité du business, mais vous êtes encore en mode non moindre risque. Donc là, ça va être la même chose pour du AMG, pour du RAME, etc. Il y a de quoi jouer des rebonds techniques, mais à ce stade-là, vous n'avez pas les configurations qui permettent de pouvoir dire que ces rebonds techniques peuvent se transformer en relance haussière. Et fort, c'est de constater qu'il y a certainement pas mal d'eau qui doit passer encore sous le pont avant qu'on construise ce type de configuration-là. Donc pour moi, on est typiquement rentré dans un marché de traders, que ce soit pour les valeurs de croissance, que ce soit pour les valeurs value. On est dans un marché de traders dans le sens où il faut s'attendre, je pense, à plus de zigzags qu'à des tendances. Les tendances, pour moi, sont en train de s'achever avec le changement de narratif. Et je pense que vis-à-vis de Nvidia, peut-être que la séance du jour, il faudra le confirmer avec la clôture demain de l'hebdomadaire, etc. Il faudra le confirmer avec la clôture du mois d'août également, en mensuel. Mais on a peut-être des premières briques qui commencent à se mettre en place sur les valeurs de croissance et plus spécifiquement sur les semi-conducteurs et les valeurs liées IA comme ça, où voilà, les investisseurs sont peut-être en train de changer un petit peu le narratif. Ça ne veut pas dire que ces actions-là vont se retourner comme des crêpes, hein, je n'y crois pas, je crois qu'il y aura toujours des acheteurs dès qu'il y aura des dumps, hein, mais ça va donner des choses un peu plus en mode zigzag. Là, vous regardez Nvidia, pour l'instant, si vous voulez, on est revenu quasiment fermer le gap, mais sur l'ancien sommet. Donc à ce stade, il n'y a pas péril dans la demeure en soi, on n'a pas une séance qui retourne complètement la tendance, on a une séance qui a démarré haut et va chercher les anciennes résistances aux alentours des 470-480 qui jouent un rôle dorénavant de support. Et tant qu'on reste au-dessus de ça, ma foi, on est sur du pullback. Si on commence à enfoncer ça, et a fortiori quand on enfoncera les 450, là vous pourrez commencer à vous poser un petit peu plus de questions. Mais de la même manière, sur toutes ces actions-là, si vous voulez, vous êtes sur des tendances haussières qui sont très fortes, qui ne se retourneront pas comme des crêpes. Et si vous voulez, vous devez partir du principe que ça ne va pas se repartir en tendance baissière en ligne droite.
ça fera très certainement beaucoup de zigzags, beaucoup de constructions, et donc c'est pour ça que c'est plutôt des valeurs intéressantes à trader. Mais en termes d'investissement, ça risque d'aller un petit peu nulle part. En gros, vous risquez de rester dans un range assez large, mais dans un range pendant plusieurs mois. Alors, il va falloir encore patienter, comme je l'ai dit, avant d'en avoir confirmation, mais c'est l'avant-goût un petit peu que cette séance me laisse en arrière-bouche. Je regarde BE Semiconductor, qui, entre guillemets, était le Nvidia, même si évidemment ils ne font pas la même chose, mais en Europe, ça a été la valeur qui a super bien performé, un petit peu comme Nvidia. On a un petit peu la même chose, des séances qui démarrent assez haut et on termine quasiment au plus bas. Donc après, on reste toujours dans les tendances haussières, ne négligez pas ça, vous restez dans les tendances haussières de fond, mais en fait, on commence à réduire un petit peu la vitesse de progression. Et on rentre dans des ranges, on rentre dans pas mal de zigzags. Pour moi, ça ne veut pas dire que le marché va se retourner à la baisse, il ne faut pas parler de retournement baissier, ça veut juste dire qu'il faut accepter qu'il y ait certainement un peu plus de volatilité. Même chose pour Soitec et compagnie. Prenez l'exemple de Téléperformance. Vous voyez par exemple, quand les gens font sur du Adyen, vous pouvez très bien avoir ça sur Adyen, admettons. Vous voyez sur Téléperformance, vous avez eu cette capacité de quasiment regagner plus de 50% sur l'action après le premier dip qu'il y avait eu sur les anciennes les rumeurs, un petit peu de, je sais plus, c'était en Colombie ou ailleurs, sur quelques abus sociaux et de l'employeur. Et on avait quasiment tout remonté. Mais vous voyez, ça n'a pas inversé la tendance de fond, qui était dégradée. Tendance de fond, si vous voulez, ça se dégrade au fur et à mesure, avant de se dégrader plus rapidement. Donc c'est ça aussi que vous devez bien prendre en compte, c'est les horizons de temps. Et voilà, c'était important pour moi de faire la vidéo aujourd'hui, parce qu'on a de plus en plus d'exemples comme ça, et c'est des exemples qui peuvent vous faire des gros gadins dans les portefeuilles. Et pour moi, si vous voulez, quelqu'un qui gagne en bourse, c'est pas quelqu'un qui a tout le temps raison ou qui arrive à choper les actions les plus performantes chaque année. C'est quelqu'un qui évite surtout les gros gadins. À titre personnel, si vous voulez, vous ne pouvez pas, vous allez toujours être dans une bourse très frustrante pour vous, parce que vous allez faire des gros gains, vous allez faire des bons gains, mais ensuite une poignée de titres vont être des gros gadins et vont vous bouffer la quasi-totalité de vos gains. Et vous allez vous dire tout ça pour ça. Et c'est ça qui est le plus frustrant en bourse, si vous voulez. Donc finalement, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler pour trouver une stratégie miracle qui leur donne que des actions en gain, etc. Mais il y a malheureusement quelqu'un qui vient toujours au milieu, c'est vous, c'est votre ego. Et en règle générale, c'est ça qui vous fait accumuler et le gadin devient de plus en plus gros. Et il suffit de 1 ou 2 trades en mode gros gadin, grosse taille de position, je sais de quoi je parle, pour virer une bonne partie de la performance d'un portefeuille. Donc pour moi, si vous voulez, travailler sur la réduction de ces gadins, c'est encore plus important finalement que travailler sur sa capacité à rentrer au bon moment et à choisir les bons titres. Parce que vous gommez, prenez un petit peu vos performances, gommez un petit peu vos plus gros gadins. Alors bien sûr, on n'est pas des champions, on ne parle pas de gommer tous les gadins, etc., sinon ça serait fabuleux, mais gommez juste les 3 plus gros gadins, et regardez la différence que ça va faire sur vos performances. Sans non plus parler que si vous aviez gommé ces 3 gros gadins, le capital que vous avez alloué dessus et que vous avez bloqué pendant des mois dessus aurait pu être alloué ailleurs, et vous auriez pu avoir un gain d'opportunité sur une autre action ailleurs. Mais vous êtes resté bloqué sur votre gadin qui est devenu potentiellement encore un plus gros gadin. Et alors après, il y a toujours des mecs qui me répondent en commentaire, pas vendu, pas vendu, pas vendu, pas perdu, dans le sens où moi j'ai toujours accumulé mes gros gadins et c'est toujours bien remonté. Oui, mais il suffit d'une fois. Et la problématique, si vous voulez, c'est que 9 fois sur 10, le marché vous donne la mauvaise leçon en vous disant « bah oui, il fallait accumuler et ça nous a permis de bien nous en sortir ». Et la 10e fois, il vous montre que les 9 fois précédentes, ce n'était pas la leçon qu'il fallait retenir. Donc moi, c'est ça que je vous dis toujours et que j'essaye toujours de vous rappeler, c'est qu'un investisseur peut gagner pendant des années. Et il va suffire d'une année où il va s'embourber et il va prendre son gros gadin ou ses quelques gros gadins pour effacer
parfois même des années de travail, des années de performance. Okay, juste parce que pendant des années, le marché nous a donné la mauvaise leçon et on a compris, compris, si vous voulez, la mauvaise conclusion. La mauvaise conclusion qui est de « je prends toujours plus de risques et je finis par me rattraper ». Et il y a une fois où ça sera trop. Et donc au contraire, il faut comprendre que c'est les 9 fois où on a réussi à s'en sortir qui sont l'erreur. Ça pour moi c'est primordial. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'appuie énormément, notamment dans l'académie aussi, de par les ateliers, c'est de réfléchir aussi en défensif. De réfléchir voilà, dans sa capacité à éviter surtout les grosses gamelles. C'est ça qu'on veut surtout éviter. D'une part, parce qu'en plus de la perte financière, c'est une perte de mental, c'est une perte pour notre confiance, notre capital confiance, comme j'aime à l'appeler, et c'est, je dirais, encore plus important que le pécunier. Parce qu'au final, si vous pensez que vous êtes toujours dans la capacité d'avoir la bonne stratégie, etc., un gadin ne vous pulvérise, dans votre capacité, si vous voulez, de gérer votre risque, un gadin ne doit jamais vous pulvériser le compte ou vous handicaper d'une façon qui vous empêche derrière de pouvoir rattraper assez rapidement. Vous savez que si vous prenez un gadin de 30%, vous avez besoin que l'action regagne 50% pour revenir à zéro. C'est important de bien comprendre ça, et tout le monde va me dire dans les commentaires « Ouais, mais tout ce que tu dis, c'est du bon sens et on le sait ». Mais regardez vos statistiques et vous vous rendrez compte que, en fait, la problématique de la majorité des investisseurs, ce n'est pas de ne pas savoir. La majorité des gens, ils savent ce qu'ils devraient faire, ils savent ce qu'ils ne devraient pas faire, mais ils le font quand même. Et c'est là où je pense que être avec un groupe d'investisseurs, avoir quelque chose qui est rabâché en permanence, c'est moi personnellement aussi ce qui m'a aidé. Et c'est, j'espère en tout cas, ce qui aide énormément d'entre vous. Et le but également de faire toutes ces vidéos, qu'elles soient pour les formations ou qu'elles soient ici à titre public. Donc pour moi, voilà, c'est ça qui me motive, c'est d'essayer de toujours transmettre ce message-là. Et même si je fais moins d'actions, d'analyse d'actions, etc., pour moi, la quintessence, si vous voulez, c'est pas d'avoir raison sur une action, sur une analyse, c'est vraiment de pouvoir mettre chaque jour plus en place cette capacité d'essayer d'éviter les grosses gamelles. Et aujourd'hui, si vous voulez, si je regarde mes précédentes semaines, ça a été plus compliqué pour moi parce que j'ai pas pu suivre autant et j'ai pas pu solder les positions ou en prendre certaines comme je voulais. Donc il y a une certaine part de frustration, etc. Mais surtout, ce que je regarde, c'est que j'ai évité les grosses gamelles. Alors soit parce que j'étais pas sur ces titres-là et j'ai évité de trébucher face aux sirènes de c'est un bon dossier et c'est pas cher, soit parce que j'ai pris mais avec des tailles de position réduites et je m'en suis cantonné à ça. Je n'ai pas accumulé, je n'ai pas rentré dans l'engrenage. Donc c'est ça, voilà, que c'est à ce moment-là où vous devez vous taper sur l'épaule un petit peu et finalement vous congratuler quand vous permettez à votre discipline de vous faire comprendre que c'est ça qu'il faut travailler au jour le jour et c'est ce vers quoi il faut tendre. Et c'est d'autant plus facile quand on est plusieurs et qu'il y a certaines personnes qui peuvent nous dire « Bon, là, je comprends que tu veux faire du rebond technique, etc. mais avec cette taille de position, tu déconnes un peu. » Parce que quand ça va marcher, évidemment, on va se croire le roi du pétrole et on va faire évoluer son compte très rapidement. Mais la problématique, c'est que c'est frustrant dans l'autre sens parce que très rapidement, votre portefeuille va baisser aussi. Et c'est la majorité, la plus grande partie des frustrations des gens, c'est justement d'avoir des performances en dents de scie. Mais la majorité, c'est pourquoi, et c'est pour ça aussi que je partage mon portefeuille, il y a une ligne qui est la plus importante que je partage, c'est quelle part en pourcentage du capital représente la ligne en question. Il y a beaucoup de gens qui vont m'écrire et qui vont me dire bon, « j'ai répliqué ton portefeuille et tout, j'ai pas les mêmes performances et tout ». Qu'est-ce qui se passe en règle générale quand on rentre dans le détail? C'est que d'une part, ils n'ont pas répliqué tout le portefeuille, ils ont répliqué les lignes sur lesquelles je suis négative, en se disant bah, « tiens, je vais acheter avec un meilleur prix que Julien, donc je vais bien mieux m'en sortir ». Or, ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, les lignes qui sont négatives, c'est que des plans qui commencent à être un petit peu pas terribles, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans les meilleures probabilités, donc c'est au contraire, les lignes qu'il ne faut pas acheter. Et surtout, ils prennent 10, 15, 20% du portefeuille sur ces lignes-là, alors que moi, j'en ai que 2 ou 3. Okay, donc, c'est ça aussi qu'il faut bien intégrer.
par rapport à ça. Et après, c'est toujours facile de rejeter la faute sur autrui, mais ça, je suis là depuis suffisamment longtemps pour comprendre qu'il y a des choses qui ne changent jamais. Mais voilà, si pour un certain nombre d'entre vous, je peux essayer de vous pousser un petit peu dans vos retranchements et à accepter cette réalité-là et à vous faire ouvrir un petit peu plus les yeux, ben vous comprendrez que oui, c'est vrai, le portefeuille va évoluer moins vite quand vous avez raison. Vous n'allez pas faire 10% dans le mois. Mais quand vous allez avoir tort, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile à gérer aussi, beaucoup moins de stress. La capacité justement de pouvoir rester objectif et donc au lieu d'accumuler la position parce que la perte est trop grande pour vous et vous rentrez dans l'engrenage en mode espoir, est-ce que je vais m'en sortir? Et bien comme la position est petite, vous avez une plus grande facilité de la solder parce que votre scénario est caduque, quitte à la reprendre plus tard lors d'un nouveau signal. Et ça fait toute la différence pour moi. L'autre chose qui fait toute la différence, c'est la capacité d'être agressif, comme je peux l'être. Hein. Vous pouvez vous regarder mon portefeuille. Alors d'une part, c'est un portefeuille dynamique que je partage, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais quand vous me voyez et que je décide d'être agressif avec des rebonds techniques ou des positions plus grosses, c'est parce que j'ai un matelas de gains sur l'année, sans compter le matelas de gains que j'ai sur les années précédentes. Mais je ne me mets jamais en risque mon capital. Si je suis en risque sur le capital, ma discipline, tout le moins c'est ce que j'essaye de faire le plus possible, ma discipline se doit d'être encore plus irréprochable. Et donc, quitte à louper des trades, s'ils ne sont pas parfaits dans les conditions parfaites, je ne les prends pas. Parce que mon but avant tout, c'est de me mettre en sécurité, et je me mets en sécurité mentalement avec la capacité d'avoir déjà des gains. Et à partir de ce moment-là, je vais chercher la surperformance en étant plus agressif. Mais parce que je sais que si je perds des gains, je ne perds pas mon capital. Et ça fait toute la différence, croyez-moi, sur votre sérénité et votre capacité à pouvoir murmurer à l'oreille des marchés, mais à voir tout simplement ce que le graphique est en train de vous dire, et pas forcer ce que vous avez envie de voir sur le graphique. Ouais, j'ai fait tout un long monologue, mais j'espère que ça pourra servir soit de répétition pour certains, soit d'ancrage pour d'autres, même si voilà, on ne regarde pas la liste d'actions cette semaine, on la regardera le week-end prochain. Mais pour moi, voilà, prendre ce type d'exemple-là, c'était ce qui avait le plus important pour cette semaine. Et juste, on peut regarder, juste pour finir, parce qu'on a fait des valeurs de croissance, on peut faire des valeurs un peu plus value. On peut regarder du Valorec, ce n'est pas les trucs les plus qualitatifs, c'est en mode recovery, etc. Mais on voit qu'on a des configurations assez intéressantes, tant que vous allez conserver la zone des 11 € pour tenter de jouer le retournement. Évidemment, si le pétrole se casse la gueule, il ne faudra pas s'éterniser, mais même chose sur CGG, et on voit que le pétrole a pas mal tenu les indices dernièrement. Donc ça se regarde d'un point de vue moyen-long terme. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer que vous pouvez avoir une vision long terme sur tout ce qui est value, pétrole, énergie, métaux, mais vous devez prendre en considération, si vous voulez, que si le marché a envie de changer de narratif, de changer de disque et d'avoir à nouveau peur de la récession, eh ben ces valeurs-là peuvent se prendre un tampon pendant 6 mois, 9 mois, je ne sais pas. Mais potentiellement, pour ceux qui ont la vision long terme, c'est des opportunités qui s'ouvriront, à la condition de ne pas les anticiper trop tôt, parce qu'en se disant c'est pas cher, donc d'attendre des signaux, ou alors de le faire avec des tailles de position réduites dans un premier temps. Voilà, je boucle ici. C'était pour moi ce qui était le plus important. J'espère que ça vous servira plus que juste une cinquantaine d'analyses d'actions. Et on reprendra par contre le cours normal des choses le week-end prochain avec les analyses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça motive énormément de voir que ces vidéos-là peuvent vous apporter à minima. N'oubliez pas de regarder d'autres vidéos de la chaîne qui s'affichent ici à l'écran, qui peuvent également vous permettre d'aller un peu plus en profondeur sur certaines choses que je peux dire assez rapidement sur ces vidéos hebdomadaires. Et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Comme je n'ai pas fait trop d'analyse action, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, vous, de quelques actions que vous trouvez intéressantes. Il y a souvent des gens qui m'écrivent, par exemple, il y a des gens qui ont joué le double bottom là, sur Reworld Media, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, pour rendre la vidéo un peu plus exhaustive, de rajouter également les titres qui vous intéressent. Ce n'est pas parce que je ne parle pas de certains titres qui ne sont pas intéressants, bien au contraire, mais à un moment donné, vous savez, c'est comme quand vous faites un mariage, vous êtes obligé de couper la liste d'invités, et puis à 100, et le 101e, ben, pas de bol, hein, ce n'est que s'il y a un désistement qui rentrera dans la liste et qui sera invité, mais à un moment donné,
pouvais pas inviter tout le monde. Donc là, c'est exactement la même chose. À un moment donné, je ne peux pas faire non plus 300 titres. Donc voilà, j'essaierai de faire tourner un petit peu plus et on reprend donc ensemble la semaine prochaine pour la rentrée, pour la reprise. Excellent week-end à vous, les graphes, et à la prochaine. Salut!